Salut à tous, c'est Popsinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux, avec au programme aujourd'hui le premier grand entretien avec le compositeur de la musique du film Les Trois Mousquetaires, Guillaume Roussel. Mais pour commencer, une petite surprise autour de Top Gun Maverick, car tout cela c'est dans votre Popsinoche, maintenant le numéro 37. Voici presque un an jour pour jour, alors vous me direz ça dépend de la date à laquelle vous regardez ce programme bien sûr, mais le 18 mai 2022 était projeté en séance officielle au Festival de Cannes le très attendu Top Gun Maverick avec Tom Cruise. De cette soirée vraiment exceptionnelle, il reste des images très fortes, notamment une fois que Tom Cruise et toute l'équipe ont gravi les marches du tapis rouge en haut des marches du palais du festival, le passage de la patrouille de France avec les fumigènes multicolores bleu, blanc, rouge. Rien que de vous le dire, j'en ai les poils qui se dressent, ça avait vraiment surpris tout le monde. Et puis ensuite, à l'intérieur de la salle, la remise à Tom Cruise de la Palme d'Or d'honneur. C'est une distinction très rare. Je crois qu'il avait été très surpris et extrêmement ému. La projection s'était divinement passée, standing ovation à la fin, et puis ensuite la sortie en salle avec quand même presque 7 millions d'entrées. C'est pas compliqué, Avatar la voix de l'eau serait pas sorti au mois de décembre, Top Gun Maverick aurait été le plus gros succès cinéma 2022. Et pour fêter ce triomphe, Paramount Pictures France a eu la très bonne idée de faire paraître un coffret ultra collector en édition limitée à 1500 exemplaires. Et j'ai très envie de vous le montrer aujourd'hui parce que non seulement il est original, vraiment très atypique, et je crois surtout qu'il se trouve dans l'enveloppe qui est là. Donc on va le découvrir ensemble, vous allez voir, c'est du jamais vu. Alors, voilà. Et voici, avec des gants de silicone, vous allez comprendre ce coffret très spécial 4K, Blu-ray, Ultra HD, le seul à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, pour lequel il faut suivre un mode d'emploi avant de l'ouvrir et encore, sans le toucher. Je vous assure, je vous bluffe pas, je vous explique tout de suite. En résumé, Paramount a eu l'idée de confier la réalisation de cet objet à la société Aero Design et en l'occurrence à Agnès Patrice Crépin qui depuis des années récupère des morceaux disparates d'avions et les transforme en objets d'art. Et c'est complètement dans cet esprit qu'elle a conçu ce coffret. Un coffret, les amis, qu'il faut vraiment prendre tant il est fragile et délicat avec des gants dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Je vous montre tout de suite. Alors allons-y, reprenons donc les informations à lire avant l'ouverture. Petit 1, retirez délicatement le cellophane recouvrant l'édition. Bon, ça, rien de plus normal sur un coffret vidéo, sauf qu'il faut évidemment que je prenne soin de garder le mode d'emploi à côté de moi pour pouvoir le suivre. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit « ouais, c'est gris, c'est un peu bizarre », mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. 2. Décoller le carton au dos contenant les informations du film. Et voilà, là, on est tranquille. Voici la 3e. Munissez-vous de gants pour ne pas laisser de traces sur les surfaces réfléchissantes. C'est très intriguant, ça. Eh bien, mettons des gants de cellophane. Et enfin, 4e recommandation, décollez délicatement le film plastique blanc en partant d'un coin et tirez doucement pour découvrir la véritable matière du coffret. Alors, allons-y, venez regarder tout ça de près avec moi, très délicatement. Alors, opération encore plus délicate parce que comme le logo du film est en relief, c'est du métal, ça part pas tout de suite. Donc là, vous vous armez de patience et vous enlevez toutes les petites lettres qui ne sont pas parties du premier coup. Regardez tout d'un coup par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors je pense que Adriane doit se voir dedans là. Peut-être même vous pouvez voir la caméra. Ça fait tellement effet miroir. Et salut Dad. Donc regardez la beauté de l'objet, la moindre trace de... C'est pour ça qu'il faut vraiment le manier avec des gants, mais même après. Alors ensuite évidemment, pour aller jusqu'au bout, mais là ce sera plus facile et plus rapide, vous faites... Alors le voici et à partir de là, alors là évidemment, on peut enlever les gants ensuite. Quoique pour le toucher, attention, attention, je vais vous l'ouvrir. Voici maintenant ce que contient le DVD.
collector. Vous avez donc ici les deux galettes, le Blu-ray et l'Ultra HD, très bien, toujours imitation métal, ambiance aéronautique. Et vous avez ici ce qu'on appelle en aéronautique une flamme, vous savez c'est très utile dans les avions et c'est surtout ce qui permet de le fermer. Regardez bien de près, vous avez ici une petite pointe et là, hop, vous l'enclenchez là comme ça. Avouez que c'est quand même extrêmement habile et drôle. Et puis il y a ensuite, petit cadeau supplémentaire, ça c'est Aérodesign qui a créé ça. C'est un bracelet aéronautique avec vraiment des matières d'aviation. Vous voyez, c'est le bracelet que vous pouvez mettre comme ça, estampillé Tom Cruise, Top Gun Maverick, assez classe quand même. Vous le remettez ici dans la boîte avec tout ceci et vous voyez, on a quand même affaire à un objet assez exceptionnel. Je fais très attention parce que ça c'est l'exemplaire d'Adrien, donc je fais très attention à ne pas mettre des empreintes de doigts dessus. Voici en édition limitée le coffret exceptionnel de Top Gun Maverick. Faut quand même des efforts pour l'ouvrir, mais qu'est-ce que c'est drôle à faire et sympa, franchement. Alors, en résumé, le film sur les deux supports dont je vous parlais, mais surtout, en plus, 1h20 de bonus assez exceptionnel, avec divers documents dont vous allez voir les images, notamment le making-of du film. C'est passionnant de voir une équipe comme celle-ci travailler pour la réalisation d'un film aussi abouti. Il y a également, mais ça uniquement sur le Ultra HD, la conférence de presse, la masterclass que Tom Cruise avait donnée à Cannes au festival la veille, je me souviens plus, ou le matin même de la projection du film. Et là aussi, il avait été très généreux en histoire, en anecdotes, en explications. Et puis comme Tom Cruise et Top Gun, c'est évidemment toujours associé à la musique. On se souvient de Take My Breath Away il y a longtemps. Et bien aujourd'hui, il y a deux chansons dans ce film-là. Celui de Lady Gaga, le clip est dans le coffret, et la chanson de One Republic, le clip est également dans le coffret. Vous vous souvenez peut-être de cette édition anniversaire avec un faux blouson de pilote autour du boîtier, c'était déjà très drôle. Mais là, avec celui-ci, on a quand même affaire également à un objet de collection hyper high-tech et très très haut niveau. Bon, si maintenant vous avez envie de pousser un tout petit peu le mimétisme avec Tom Cruise pour tant bien que mal essayer de lui ressembler un peu, il vous faut le blouson de pilote Aérodesign évidemment, les Ray-Ban ça c'est obligatoire, et si vous voulez aller encore plus loin, la Kawasaki H2, enfin là on entre c'est vrai dans un autre budget. Je pense que raisonnablement dans l'immédiat, contentons-nous de cet objet exceptionnel, le coffret 4K Blu-ray Ultra HD Top Gun Maverick. Faisons maintenant la connaissance de Guillaume Roussel. Il est le nouvel homme fort de la musique du cinéma français. C'est pas compliqué, depuis 2-3 ans, il est partout et sur tous les coups importants. Regardez, Couleur de l'incendie de Cornillac, c'était lui pour la musique. Le dernier du Bosc, 10 jours encore sans maman, c'est encore lui. Compromat, l'excellent film de Jérôme Salle avec Gilles Lelouch, c'est lui. Bac Nord, c'était lui, avec en plus une nomination au César pour cette musique. Dujardin, Novembre, c'est encore lui. Et Les Trois Mousquetaires que vous avez peut-être déjà vus, c'est encore lui. Mais au final, qui est le discret Guillaume Roussel? D'où vient-il? Quel est son parcours? Avec qui a-t-il travaillé? Il se trouve que pour son premier grand entretien, il a choisi Pop Sinoche pour vous répondre. Bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous parce qu'il faut peut-être dire à tous ceux qui nous suivent que, alors ils commencent à de plus en plus connaître vos musiques, à connaître votre nom, votre visage, ça vient tout doucement, mais c'est une bonne occasion aujourd'hui. Mais il faut dire que vous vivez aux États-Unis, donc vous venez très peu en France, donc merci d'avoir pris un petit moment pour venir avec nous quand même. Avec plaisir, je suis très très heureux d'être là avec vous Vincent. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que je connais votre passion pour la musique de film et le cinéma. Ça c'est vrai. Donc je suis honoré. Est-ce qu'on peut démarrer, Guillaume, en faisant, en retraçant, j'allais dire, les lignes principales de cette formation musicale qui vous a amené au cinéma? En gros, j'ai commencé à 5 ans le piano parce que ma mère venait d'une famille de musiciens. Son père était compositeur. Mais donc, on va dire que très tôt, j'ai commencé à vouloir composer. Je pense que dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à composer au piano. Ah oui. Et je me rappelle aussi d'un moment clé pour moi, c'est quand on m'a offert un synthé. Je devais avoir 11 ans ou quelque chose comme ça. Et c'est un appareil qui permettait d'enregistrer des
des parties, on pouvait jouer, ça s'enregistrait dedans. Et donc j'ai commencé à composer, pas seulement pour piano du coup, j'ai commencé à empiler les pistes, à faire des morceaux. Et donc j'ai composé très jeune. Et en même temps, c'est encore lié un peu au synthé, mais il y a eu une explosion de nouvelles musiques de films avec Vangelis, Jean-Michel Jarre, Eric Serra, Hans Zimmer. Et ça m'a subjugué parce que j'ai toujours été attiré par les sons. Le Grand Bleu a été quelque chose d'important pour vous, je crois. Ah, très, très. C'est vrai que, par exemple, ça c'est un très bon exemple. La musique du Grand Bleu, au-delà du film qui est génial, ces sons qui se rapprochaient des sons de baleines, et moi, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, et je me suis plongé dans cette musique que j'écoutais des centaines de fois, et ça m'a vraiment touché, vraiment, ça m'a marqué. Cette musique. Alors après, il a fallu quand même transformer l'essai, parce que là, vous êtes quand même tout jeune. Ouais. Ça débouche sur des études musicales un peu classiques, oui. Sérieuses, ah, oui. fastidieuses. Fastidieuses, oui et non, parce que je travaillais beaucoup. D'ailleurs, j'avais un professeur d'harmonie avec qui je passais tout mon temps, même mes vacances, j'allais chez lui. On travaillait vraiment très très dur. Après toutes ces études de classique, j'ai voulu arrêter et je me suis dirigé vers le jazz. Et j'ai fait des études de jazz. Donc la musique, pour moi, c'est un terrain de jeu tellement vaste. Ouais. Sans frontières, en plus. Sans frontières, mais j'adore ça. Tout naturellement, finalement, la musique de film, c'est tellement fait de tout ce style de musique. J'aurais été bien malheureux de ne faire qu'un style de musique qui ne change jamais. Donc c'est vrai que la musique de film, pour moi, de passer de la country au métal, en passant par le symphonique, c'est ce qu'il me faut. Moi, je peux pas faire autre chose, en fait. Bon, alors, on en arrive directement à comment est-ce arrivé. Il y a eu d'abord un départ pour les États-Unis, c'est ça ou... Le truc, c'est que j'ai commencé à travailler à l'image assez jeune, donc vers 15-16 ans, j'ai fait ma première pub. Donc j'ai démarré très jeune à l'image, et j'ai fait mon premier téléfilm pour M6 en prime time. Je devais avoir 24-25 ans. Et via ce projet, j'ai travaillé avec un musique superviseur qui est resté un ami, qui s'appelle Édouard Dubois. Ah c'est un ami commun. Bah oui. Et du coup, il m'a conseillé d'aller à Los Angeles et de rencontrer des gens, notamment un compositeur que j'admire beaucoup qui s'appelle Christopher Young. Ah oui, bien sûr. Je suis un grand fan. Ah oui. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer à Los Angeles. Puis j'ai rencontré un autre compositeur anglais que j'adore aussi, qui s'appelle Richard Harvey, qui est moins connu, mais qui connaît très bien Hans Zimmer. Et avec cette rencontre et le fait que mon travail ait inspiré confiance, on va dire, je me suis retrouvé dans un interview avec Hans Zimmer, qui cherche toujours à l'époque, moins maintenant, mais qui cherchait toujours des collaborateurs. Donc Hans Zimmer est entré dans votre vie, et vous êtes entré dans la sienne, dans son équipe, dans cette espèce de nébuleuse un peu difficile à décrypter vu de l'extérieur, parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche finalement. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, et le fait d'avoir pu vivre l'expérience de l'intérieur, ça a été incroyable. C'est vrai que moi, j'avais eu un peu d'expérience en France sur des téléfilms, sur des séries, donc plutôt télé. Et là, je me retrouve à bosser sur Pirates des Caraïbes. Donc c'est vrai que direct. Oui. Ah oui. Donc ça a été assez incroyable. Hans, c'est quelqu'un qui respecte énormément les gens qui ont un vrai bagage solide, par exemple de classique. Je pense qu'il fait confiance à partir du moment où il aime le travail de quelqu'un, et qui sent surtout que c'est quelqu'un de fiable, de sérieux, et parce qu'il y a de grandes responsabilités quand on se retrouve à travailler sur un gros film de studio. Alors j'imagine qu'une aventure comme celle-là doit être formidablement enrichissante, mais elle a ses limites aussi. C'est bien à condition d'en sortir, peut-être. Vous voulez dire travailler avec Hans? Oui. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps. Enfin, je suis toujours dans ces locaux, mais j'ai entre guillemets, je suis totalement indépendant. Et c'est vrai que effectivement, on a vite besoin. Enfin, ça dépend peut-être des gens, mais moi, j'avais vite besoin de retrouver ma liberté entre guillemets, parce que ce que je trouve quand même très enthousiasmant sur un projet, c'est quand on est aux commandes d'un projet, c'est de s'asseoir avec le réalisateur, c'est de discuter, c'est de trouver les idées. C'est pas que l'exécution de la musique, c'est de la collaboration. Moi, je trouve que c'est cette confiance que nous font les réalisateurs. Je trouve que c'est quelque chose de très beau, qui n'a pas de prix, parce qu'ils nous confient leur bébé. Et donc, pour nous, c'est une grosse responsabilité. Donc, pour moi, et parce que je suis très attaché aussi aux relations humaines, au-delà de la musique et du travail, c'est pour ça que j'aime aussi ce métier, c'est que je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée humaine. Ouais. Les Trois Mousquetaires, le film là a commencé sa carrière.
avec tout le succès qu'on lui souhaite, évidemment. Quel beau projet quand même. Comment vous est-il arrivé, le projet des Trois Mousquetaires? Parce que là, le choix du musicien, il est quand même crucial sur un film comme celui-ci. Hein. Oui, je suis même encore étonné qu'il m'ait choisi. Non, je rigole. Non, mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Ils ont discuté pendant longtemps de la musique, ils ont réfléchi à beaucoup d'options, dont des Américains et Américaines. Et du coup, je pense que c'est entre autres deux choses qui ont déclenché le choix. C'est que je pense que déjà le producteur Dimitri, lui... Dimitri Rassam, il voulait quelque chose qui ait une stature, entre guillemets, internationale, qui ne soit pas franco-française, disons. Et donc le fait que mon profil corresponde à ça, du fait de ma collaboration avec Hans, entre autres, et aussi le monteur image, un des monteurs images, parce qu'il y a deux monteurs, parce qu'il y a deux films, mais Stan Collet, avec qui je venais de terminer, qui est le monteur du deuxième volet des Mousquetaires, avec qui je venais de finir un très très bon film qui s'appelle Compromat, de Jérôme Salle. Voilà, avec Gilles Lelouch. A proposé mon nom et Dimitri a dit mais oui bien sûr il faut qu'on appelle Guillaume, et j'ai fait une première musique qui a priori qui a plu à tout le monde, et donc c'est comme ça que c'est parti. J'imagine que dans un projet comme ça, est-ce qu'on se dit bon, je vais faire un truc dans la grande tradition des KPDP, une musique un peu à l'époque à la manière ou au contraire, je vais faire un parti pris de faire quelque chose d'actuel sur une histoire qui ne l'est pas du tout? Alors, il y avait un mélange des deux, en vrai. Je ne sais pas si ça se ressent à l'écoute, mais il y avait l'envie de faire quelque chose qui sonne classique, mais en même temps, il fallait surtout pas que ça sonne trop classique. Donc, il y a un mélange. On utilise l'orchestre, mais il y a beaucoup de synthé. Parce que Martin Bourboulon, le réalisateur, est très attentif aux artifices. Et sur un film comme celui-ci, qui se veut être un grand spectacle, il ne fallait pas surenchérir. Et il y avait le risque aussi du mauvais goût sur un film d'époque de mousquetaires, pas seulement sur la musique. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il fasse attention à ne pas mettre trop de froufrou, que ça soit... Il voulait quelque chose d'actuel et qui parle à tout le monde. C'est-à-dire sans dénaturer trop l'œuvre, mais en même temps en faisant quelque chose qui soit résolument moderne quand même. Il y a un moment donné où vous avez travaillé en voyant les images, parce que je ne suis pas compositeur, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent non plus, mais on est en droit de se dire quand même que quand sur un grand écran où on voit le visage d'Eva Green, le visage de François Civil ou de Vincent Cassel, ça joue dans la perception qu'on va avoir de sa composition, de voir les visages des acteurs. Oui. Ça joue beaucoup. Pour moi, c'est essentiel. Donc, c'est vrai que malgré le fait que je puisse faire des musiques en amont sur le scénario ou sur des pitchs, moi, c'est vrai que je réagis beaucoup de manière émotionnelle à l'image, parfois sans même comprendre. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se créent visuellement, et effectivement, les acteurs ont un rôle, une influence énorme sur la musique, enfin en tout cas pour moi. Moi j'ai la chance sur ce projet, la musique s'inspire vraiment de très belles performances d'acteurs. Pour moi c'est un casting qui est parfait, il n'y a aucune fausse note. Et le couple François Civil, Lina Coudry, pour moi marche extrêmement bien. Il y a une pudeur, il y a une candeur, mais en même temps il y a une fougue. Tout ça c'est aussi inspiré par les acteurs, donc c'est ça qui est génial dans ce travail. Et c'est vrai que pour moi, dans le film, c'était beaucoup plus intéressant de travailler sur les séquences dramatiques et mélodramatiques, disons, romantiques, que l'action. Parce que quand on met de la musique d'action sur une scène d'action, j'ai peur qu'on soit dans le cliché. Et puis je crois qu'on est obligé de terminer en disant, bon ben, un pour tous. Tous pour un. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire au mois prochain, mais quand même, si vous avez envie d'écouter un petit peu de musique de film, eh bien, écoutez celle des Trois Mousquetaires de notre invité d'aujourd'hui, Guillaume Roussel. Puisqu'on parlait de Belmondo tout à l'heure, je vous conseille également chez Music Box la réédition de la partition quasi intégrale de Georges Delerue pour Les Tribulations d'un Chinois en Chine, et un petit album merveilleux de la collaboration Philippe Sard-Pierre Granier de Fer. Dans la deuxième partie de sa carrière, il y a un grand nombre de partitions inédites en CD qui vont vous régaler les oreilles. Et nous, le mois prochain, nous allons recevoir
une comédienne, Alice Paul, vous la connaissez, hein, elle est dans beaucoup de films depuis quelques années. Elle vient de sortir son premier roman, un thriller, un roman policier, et elle viendra le mois prochain nous en parler dans Pop Cinoche. Allez au cinéma, likez, commentez, partagez tout ce qu'on aime et on espère aussi tout ce que vous aimez. À la prochaine, bye!